troisième partie de cette émission Impression, nous allons vous parler du livre, le dernier et le troisième de Felwine Sarr, Méditations africaines, avec évidemment sur le plateau l'auteur, à côté de lui un avocat, Raphaël Berisville, que nous avons trouvé à Suisse, qui a déjà lu le livre. On a parlé depuis que j'étais à Dakar, donc vous avez bien préparé cette émission-là. Ensuite, nous avons aussi Rama Dieng Salah, qui adore ce livre particulièrement. Pourquoi j'ai fait venir Dakar pour participer à cette émission. Et enfin, un Sénégalais que nous avons trouvé ici, à Genève, Ibrahima Guissé, qui est sociologue. Alors, Felwine Sarr, vous êtes un homme avec plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes enseignant d'économie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous êtes auteur-compositeur de musique. Vous pratiquez les arts martiaux. Et puis aussi écrivain. Mais Boubacar Boris Diop, qui est philosophe et écrivain, il me dit que vous avez une réussite égale et parfaite dans tous ces domaines-là. Alors, est-ce que je vous ai présenté, est-ce qu'il y a autre chose que vous faites que j'ai pas... Non, rien d'autre. C'est déjà assez, je trouve. Oui. Mais je dirais que les différentes virtualités au visage, oui, au fond, ne sont qu'un seul, quoi. Et que fondamentalement, l'activité donc d'écrivain, d'enseignant ou de musicien est une activité où on va à la rencontre d'autrui. On est dans une démarche de transmission. Enseignant un savoir articulé, écrivain une expérience existentielle, musicien des émotions. Donc, à mon niveau, je pense qu'il y a une certaine unité. C'est juste les véhicules qui diffèrent. Voilà. Alors, ces méditations africaines dont nous avons parlé, est-ce qu'on peut les voir comme une philosophie? Vous n'avez pas choisi par hasard comme préfacier Souleymane Bachir Diagne, qui est éminent philosophe. Je dirais qu'en fait, j'ai eu l'envie, l'intention de ruminer le monde et la réalité à partir d'un lieu qui est le continent africain. Oui. Et j'ai eu envie, à partir d'expériences existentielles de tous les jours, d'en extraire, voilà, donc du sens et d'être dans une démarche réellement de creuser en profondeur un certain nombre de choses. Donc de ce point de vue-là, puisqu'il y a un regard et une intention de réflexion sur le monde, sur la réalité et sur l'expérience, on peut lui accoler le terme philosophique. Mais je n'avais pas la prétention philosophique au départ. J'avais juste envie de faire tentative de sens et œuvre de sens. Et de partir de mon réel, et à partir de mon réel, de mes expériences, de dire ou bien d'entrevoir les choses qui allaient au-delà de ce réel-là. Voilà. Rama Saleh Dieng, quand vous avez lu le livre, vous êtes carrément tombé amoureux, vous en êtes carrément tombé amoureuse. Vous m'en avez parlé, vous avez vraiment, comme on dit, vulgairement flashé sur ce livre-là. Alors, qu'est-ce qui vous a tellement séduit? À part l'écriture, qui est belle. À part l'écriture, c'est le fait que je m'y retrouvais. Et c'est le fait aussi que ce roman cet ouvrage est dérangeant. Donc, comme j'ai l'auteur du crime, je vais m'en ouvrir à lui. Ces méditations africaines sont un ouvrage à l'issue duquel on est transformé. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur des choses de la vie de tous les jours qui nous semblaient données, établies, acceptées. On les remet en question. On se demande si elles sont préméditées et quel fondement ces choses ont pour pouvoir s'imposer à nous. Donc, à chaque fois que je relis ce livre, je l'avoue, je redécouvre d'autres choses. On peut le saisir par différents bouts. Il reste toujours aussi perturbateur, mais il y a aussi des débuts de questions. Et c'est en ce sens que pour moi c'est intéressant. Vous parliez d'un texte philosophique. On aurait dit que c'est un recueil de poèmes, ça aurait été tout aussi vrai. On aurait dit que c'est un journal, ce qu'il est, c'est aussi vrai. Bah, écoutez, Raphaël, qu'est-ce que vous a frappé quand vous avez lu ce livre-là? Alors, ce livre m'a apporté la confirmation que le continent africain remplit avec talent sa vocation de poumon spirituel de l'humanité. C'est quelque chose que je savais déjà, que j'avais pu constater à la lecture de beaucoup d'articles de journaux africains où le ton détonne par rapport au journalisme du monde boréal qu'on appelle le monde occidental. Et cette liberté de ton du journalisme africain est même jugée effarant par un Sénégalais retournant à la maison
et regardant la télévision. Et ça, c'est quelque chose qui est une vraie réalité. Donc pour moi, cet ouvrage a apporté une confirmation de quelque chose que je pressentais. Je pressentais seulement parce que je ne connais pas l'Afrique. Je ne suis pas vraiment un homme de lettres. C'est la première fois que je viens au Salon du Livre de Genève, à votre invitation d'ailleurs. Et je vous en remercie. Mais ce livre est vraiment une confirmation pour moi. Aussi parce qu'avant de le lire, en Suisse, on n'est pas très très bien connecté pour obtenir très rapidement des livres lorsqu'ils viennent d'autres parties du monde. Ce qui fait que les librairies ne sont pas d'une grande aide. Il faut se débrouiller par Internet. Ce qui m'a donné 3 jours de battement entre le moment où j'ai commandé le livre et celui où je l'ai reçu. Ce qui est très rapide, mais c'était déjà court parce que j'avais un délai pour prendre une décision. Et dans ce laps de temps, j'ai lu 2 textes en me disant qu'est-ce que je vais rechercher dans ce livre, qu'est-ce que j'en attends, avant même de connaître Selwyn Farr. Surtout, qui avez-vous trouvé, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce livre? Alors, ce que j'ai trouvé, c'est un ancrage dans l'histoire de l'intelligence, une recherche d'être ancré dans quelque chose de préexistant et qui s'inscrit dans une perspective d'éternité. Et c'est pour moi les seules démarches intellectuelles qui comptent, ce sont celles-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pleinement retrouvé chez Selwyn Sarr dans ce livre. Très bien, on reparlera plus tard. Guissé, vous êtes sociologue. Évidemment, dans ce livre, Selwyn parle de tout. Il parle même de déconstruire, mais pour reconstruire, hein, et déconstruire nos schémas de pensée, voilà, reconstruire, penser le monde autrement. Oui, tout à fait, merci Sada. Lorsque Gorgui m'a contacté pour me parler de ce livre, je me suis dit c'est une opportunité pour moi qui vis en Europe de s'abreuver effectivement des méditations africaines, et surtout quand ces méditations sont faites par un Serer. Je me suis dit voilà donc une opportunité pour être beaucoup plus clair. Donc très franchement, je l'ai lu donc avec intérêt, surtout entre Genève et Berne. J'étais en voyage, et ce qui est curieux, j'en ai parlé à Selwyn, j'ai terminé de lire l'ouvrage à Lausanne même, là où lui-même il a fini ses méditations. Oui, ses méditations à Lausanne, oui. Ce qui est curieux. En tout cas, ce que je dois dire en première instance, c'est que c'est un véritable patchwork qui est parsemé des choses apparemment banales, mais d'une complexité extraordinaire. Et c'est ça qui fait la danse de l'ouvrage. Il pointe des questions relativement banales, mais faciles, mais d'une profondeur extrêmement dense. Et là, c'est tout à fait nouveau. C'est vrai que c'est une réflexion à partir d'un lieu africain. C'est une réalité plus ou moins donc universelle. C'est là peut-être qui est entré, puisque la plupart des réalités africaines sont souvent regardées à partir de l'extérieur. Et puis là, lui, il se branche sur une perspective tout à fait donc nouvelle, qui consiste à partir de l'intérieur de porter un regard plus ou moins critique sur une réalité qui jusque-là donc est transfigurée. Oui. Oui, c'est vrai, c'est quand vous êtes revenu vraiment au Sénégal, rentré d'Europe, que vous avez fait ces méditations. Mais je me dis, pourquoi parce que vous écrivez déjà à la page 60, ça peut expliquer, purifier le mental, surmonter tristesse et lamentation, surmonter la douleur et le chagrin, marcher sur le juste chemin menant à la paix. À une fois assis, rester immobile. Le mental est analogue à une bassine d'eau boueuse. Plus longtemps vous la maintenez immobile, et plus longtemps, plus la boue se dépose et l'eau devient claire. Donc voilà, vous nous invitez à nous arrêter, n'est-ce pas, et à nous interroger sur nous-mêmes, sur notre vie, la société. C'est pourquoi je demande, est-ce que ces méditations africaines ne sont pas tout compte fait qu'une sorte de quête, mais quête de quoi? De sagesse, de bonheur, de spiritualité, mais en tout cas par une sorte de remise en soi, une sorte de purification, la décantation, en fait c'est cela. Faut-on comprendre ainsi? J'ai le sentiment qu'une certaine démarche dans l'écriture peut être en soi une forme d'ascèse et de cheminement. On peut concevoir l'écriture comme un moment où on tente de faire le point. Tenter de faire le point, tenter d'y voir plus clair dans ses multiples expériences, et tenter de donner un sens à son aventure humaine. Alors,
Dans Dahij, j'étais dans une forme de tension et de quête et de djihad intérieur. Dahij, c'est votre deuxième roman. Oui, le tout premier. Donc j'étais dans une forme de quête. Et puisque c'était des préoccupations qui m'avaient habité de longues années, je pense que l'accouchement a été non seulement difficile, mais les choses sont allées dans plusieurs sens et dans plusieurs directions. Dans Méditation, j'ai eu le sentiment de reprendre la même quête. À la fin de Dahij, je dis que le djihad, il continue, que la guerre contre soi, elle n'était pas encore terminée et que la liberté n'était pas une terre que j'avais atteinte. Il y avait juste ces promesses de lucidité qui me maintenaient encore sur le chemin. J'ai eu envie de trouver un autre souffle à la même démarche, mais un souffle probablement plus apaisé, plus calme et un maître à la même rumination. Donc j'ai continué à ruminer et à creuser en profondeur le sillon de préoccupations qui étaient les miennes. La quête spirituelle, la recherche de la paix intérieure, le sens de l'existence, l'absence, la finitude. Et dans le dernier texte, je m'interroge. Je dis que j'ai toujours préféré le bonheur à la sagesse, mais il me semble que renoncer au bonheur est une sagesse plus grande. Mais en dépit de cette sagesse que j'acquiers intellectuellement, je continue à préférer le bonheur à la sagesse, mais tout en étant convaincu que renoncer à la quête du bonheur est une sagesse plus grande. Donc ça pose la question du savoir intellectuel qui n'est pas encore transformé, qui n'est pas encore incarné et qui reste au niveau de l'intellect et qui ne fait pas œuvre transformatrice. Donc ça pose la question d'une lucidité qui est en avance sur sa propre vie. On peut comprendre un certain nombre de choses et ne pas être en mesure de les incarner, de les vivre et d'en faire œuvre transformatrice. Et je suis dans cette démarche-là. Oui. Pour moi, l'écriture, elle n'a de sens fondamentalement que si elle me permet de vivre mieux, que si elle m'ouvre des espaces et des horizons que je réinjecte dans mon vécu et dans ma temporalité de tous les jours. Si je ne traverse pas l'écriture en me transformant, à mon avis, elle a très peu d'intérêt. Donc il y a d'abord cette démarche-là avant de m'adresser à autrui. En fait, c'est une écriture de questionnement, de remise en cause. Essentiellement, peut-être d'abord pour sortir des enfermements, comme vous dites, toutes sortes d'enfermements, et sortir des stéréotypes aussi, qui un appel à l'émancipation sous toutes ses formes. Est-ce qu'on peut comprendre ainsi? Oui, en fait, c'est l'abolition de la vie bataille. Felwine pense. Je ne dis pas le jeu. C'est ça, l'abolition au bonheur. L'abolition, ne plus se battre pour quoi que ce soit. Voilà. Tuer le désir, tuer l'ego. Oui. Accepter, on dit nangu, accepter tout ce qui advient, accepter, parce qu'il ne peut en être autrement. Et à partir de ce moment, pouvoir faire corps avec tout ce qui va pouvoir advenir. Donc, dans ce roman, pour moi, c'est la suite naturelle de Dahij, dans le sens où l'auteur semble avoir trouvé une paix intérieure. Il a choisi le lieu à partir duquel observer le ciel. Il a choisi son poste d'observation privilégié, les amis, les compagnons avec qui discuter, les lectures aussi qui l'ont transformé et qu'il consent de laisser repartir pour trouver sa propre voie. Donc, c'est aussi ce chemin-là, c'est cette revisitation de soi à laquelle Felwine nous invite dans ce roman. C'est ne pas accepter les vérités faciles. C'est un texte très simple, mais aux vérités complexes. On rencontre parfois des phrases comme « l'avant du temps », formule paradoxale. Je suis restée, je ne sais pas combien d'heures à méditer sur cette phrase. Il y a de petits joyaux. Mais il y a nombreux... Par exemple, quand vous dites par rapport à la fidélité, vous dites qu'il ne faut être fidèle à personne, à rien, sinon à soi-même. C'est quand même un concept discutable et curieux de la fidélité. Voilà, il y a plein de phrases comme ça qu'on trouve dans le texte de Felwine. Mais c'est tellement libérateur en même temps. C'est tellement libérateur de sortir... Déconseiller la fidélité. Mais c'est un roman, c'est la transgression. Oui. C'est comme s'il recommandait les vertus de la transgression. Et à mon sens, dans une société où le collectif prime sur la libération de l'individu, c'est libérateur, c'est la paix intérieure, ça a une vertu et c'est la quête en fin de compte. C'est le résultat autant que le processus et c'est ce qu'il écrit. Oui. C'est un peu quand tu dis aussi que la paix et la liberté c'est la même chose. Ils leur donnent le même sens. Je ne connaissais pas la biographie de Felwine Sarr avant de lire le livre, je l'ai découverte par la suite. Et ce que je constate, c'est l'extrême cohérence de la personne derrière ce texte, puisque finalement,
ce qui fait la charpente du texte, sa colonne vertébrale, c'est cette exigence de vérité, cette quête de vérité dans tout ce que Felwinsar fait en fait dans sa vie. Il y a la quête de vérité comme principe, il y a la quête de vérité dans les relations avec les gens, il y a très rapidement aussi une équivalence entre la quête de vérité et une quête d'amour. Il y a les exigences de la transmission, de l'enseignement, et puis celle de la création, où dans le processus de création, l'artiste s'engage à disparaître pour mieux faire parler la réalité. Et ça, pour moi, c'est un livre qui s'inscrit dans la très très longue tradition de la sagesse humaine, qui est une tradition millénaire. Et je ne sais pas si c'est nouveau, enfin c'est perçu comme nouveau peut-être, ça ne l'est pas tout à fait, mais c'est fantastique que ça soit aimé comme attitude, parce que c'est une attitude qui est vraiment magnifique et qui, encore une fois, intellectuellement est exigeante et qui est porteuse des seules promesses positives qu'on peut avoir pour l'avenir. Oui, alors il y a les micro-baladeurs, on va prendre quelques... Mais avant cela, peut-être écoutez Guissé, parce que justement, il nous enseigne que méditer, c'est oublier son ego. Hein, et alors, il nous laisse tout simplement aux prises avec les mots. Il a écrit, on l'a dit, avec une langue claire, précise, concise, agréable aussi, et qui invite à la réflexion, mais sans trop dire. C'est cela peut-être, parfois la confusion. Alors, il nous laisse... Vous avez envie, on a l'impression, de juste laisser les mots agir sur les lecteurs. Hein? C'est-à-dire, d'où la disparition de l'ego d'ailleurs. Vous laissez aux prises avec vos mots. J'ai le sentiment que l'auteur fait la moitié du chemin. Il part de son expérience existentielle, il l'offre en partage. Et en l'offrant en partage, il s'arrête au milieu du gué. Il le suggère. Et cette expérience-là, c'est le lecteur qui fait l'autre moitié du chemin pour se l'incorporer. Elle peut ouvrir en lui des fenêtres et des portes selon son expérience à lui, selon sa culture, selon son cheminement. Et que ces résonances-là, c'est des choses que l'auteur ne maîtrise pas. Et là où la littérature me semble beaucoup plus intéressante, ou la démarche artistique, que la démarche idéologique, c'est une démarche qui dit: voici ce que j'ai trouvé en chemin, ou ce que je pense avoir trouvé, et je l'offre en partage. Donc s'il y a une vérité, elle doit émerger, elle doit advenir dans l'entre-deux. Voilà. Je ne vous l'impose pas, donc vous êtes libre de refermer, ça peut ne pas du tout résonner, comme ça peut évoquer en vous un certain nombre de choses. Et je pense que suggérer, probablement, est beaucoup plus intéressant que d'asséner. Oui. Voilà, donc j'ai fait lire à une amie qui est professeure de lettres classiques, elle dit que pour Felwine, le lecteur est plus important que l'écrivain. C'est un peu cela? Je le crois vraiment, et ce n'est pas une attitude d'écrivain, parce qu'on a beaucoup d'attitudes et de pauses. Je suis d'abord lecteur, avant d'être écrivain. Et en ayant énormément lu, j'ai reçu de la force et de la lumière à transmigrer des œuvres qui m'ont habité et transformé. Et à un moment donné, j'ai eu envie de m'inscrire dans une chaîne antique. J'ai eu envie de recommencer l'œuvre de liberté et d'émancipation et de beauté qui est toujours à faire, qui est toujours à refaire. Et j'ai eu envie de la continuer hors des voies de la ressemblance, mais en assumant mes propres héritages. Donc j'ai d'abord été lecteur, donc je connais intimement l'importance du fait littéraire. Il est immatériel, on ne le voit pas, mais les édifices que la littérature et la pensée font chez nous sont des édifices importants. Donc je procède, bien sûr, de mes héritages, mais je procède des gens que j'ai lus et qui m'ont transmis un certain nombre de choses. Et donc j'ai eu envie, à un moment donné, de transmettre quelque chose qui serait le cru de ma petite expérience. Donc je suis convaincu que le lecteur est plus important. Mais bon, on est dans une société de spectacle où, voilà, où nous aussi nous sommes dans des pauses, alors que l'important est, il me semble, ailleurs. Très bien. Peut-être qu'on va prendre une intervention avec justement des gens qui ont lu le Juste Oui. J'ai beaucoup aimé le livre de Felwinsar parce que je trouve qu'il nous invite, nous lecteurs, à la réflexion, à la contemplation, à la méditation, à l'introspection également. Vous parlez de la vie, de l'amour, de la relation à autrui. Et également de l'importance de l'eau, de l'air, de la lumière pour grandir. Vous parlez également de l'importance du calme, de la sérénité qui sont nécessaires pour accéder au chemin de l'éveil, de la vérité.
Et puis ce que j'ai aimé également, c'est que dans une deuxième partie, vous parlez du Sénégal, on se sent projeté à Dakar, vous parlez de la générosité et de la bienveillance de vos concitoyens, de vos compatriotes. Vous parlez également de l'existence de la place de certaines pratiques mystiques dans la société sénégalaise actuelle. Donc moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que les pensées les plus précieuses, les plus riches, sont celles qui illuminent l'existence, la vie de tous les jours, et votre livre en fait partie. Je trouve qu'il nous ramène à l'essentiel. Voilà. Oui. On va prendre une autre intervention. Oui, présentez-vous. Bonjour, Alphée Lacroix. J'ai également beaucoup apprécié ce livre. Si je devais retenir une idée principale, je crois que ce serait celle de conscience éveillée. Pour moi, c'est un livre qui est résolument lucide et voilà, j'ai trouvé qu'on retrouve en fait cette idée de conscience éveillée à plusieurs stades du livre, comme presque pour ponctuer l'ouvrage de Felwine Sarr, et voilà, à partir de l'enfance où on expose l'enfant au chaos, je crois, du dehors, comme vous l'appelez, jusqu'à l'adulte dans la pensée qui est décrite comme l'action d'un corps en mouvement, et j'ai beaucoup aimé cette idée de l'humain qui est responsable et maître de soi. Je rejoins beaucoup des idées qui ont été exprimées par vos invités, à l'exception peut-être d'une chose qui a été mentionnée, je crois, l'idée que le collectif prime sur l'individu. Moi, je trouve que c'est plutôt en ce moment l'individu et les libertés individuelles qui priment sur le collectif bien souvent, et j'ai beaucoup aimé l'idée d'un humain qui se prend en charge et voilà. Merci. Brièvement, il nous reste 10 minutes. Si vous voulez répondre rapidement pour qu'on puisse continuer, il y a deux autres trois points sur lesquels on doit parler. Je pense qu'il y a toujours cette tension dialectique entre l'individu et le groupe. Et peut-être que nous, de là où on est, le groupe a tendance à vouloir occuper tout l'espace. Et les luttes, ceux qui sont les nôtres, c'est celle de l'individualité. Et que peut-être ici, l'individu a déjà gagné ses espaces. Et que peut-être refaire le collectif, recréer du lien, c'est peut-être le défi d'ici. Et que peut-être là-bas, le défi chez nous, c'est le défi de l'individualité. Et il y a un aphorisme qui dit une vague haute, absolue, sur une mer toujours changeante. Donc la mer, c'est le groupe, l'individu et la vague qui tente de s'élever de manière absolue. Mais elle ne pourra jamais se détacher entièrement de la mer. Donc il y a cette dialectique-là. Voilà. Alors, on va parler un peu, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes maintenant, un peu du style aussi et l'écriture. Parce que, alors, Bachir, poétique parfois, votre préfacier Souleymane Bachir Diagne a dit que, je le cite, que certaines phrases sont des véritables promesses de poèmes. Hein. Et puis vous avez recours à la chanson. Vous êtes musicien, compositeur. Alors, j'aime bien citer cela parce que vous parlez de Brel. Hein, moi, je suis passionné de Brel. Et puis, vous parlez de Ne me quitte pas. C'est vrai, vous avez raison, c'est la plus belle chanson d'amour, ou la plus belle chanson tout court. Mais vous dites que des réserves, parce que vous dites Brel ne veut pas que ce qui doit advenir advienne. Hein, cette chanson, c'est cela que cela exprime. Oui, il refuse le temps qui passe, qui transforme les choses, et il refuse l'impermanence. Oui. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan. Oui, voilà. Donc il ne veut pas que le temps de l'amour passe. Oui. Alors que Léo Ferré, dans une sagesse héraclitéenne ou orientale, accepte. Oui, avec le temps va, tout s'en va. Oui, voilà. Et il dit, c'est bien comme ça. Donc il faut accepter que les choses se transforment, que les choses s'en aillent. Oui, alors que Brel refuse. Il veut que l'amour revienne, et il est prêt à être l'ombre de son ombre, l'ombre de sa main, l'ombre de son chien, ainsi de suite. Donc je trouve que, effectivement, c'est deux très belles chansons, mais je trouve que avec le temps domine dans le sens de l'acceptation, de l'impermanence des choses. Les choses passent, se transforment, et voilà. Oui. Alors, aussi, tout à l'heure, je ne sais pas quel intervenant disait, parler du mouvement. Justement, vous pratiquez, paraît-il, me dit Boris, avec excellence les arts martiaux. Mais là, justement, Souleymane Bachir Diagne, on dit que penser n'est pas le produit d'un esprit désincarné. Hein, et puis, il fait même allusion, Souleymane Bachir Diagne, au mouvement et à la danse, tel que l'ont évoqué Senghor et Nietzsche, n'est-ce pas, hein. Donc, le mouvement,
la méditation, ce n'est pas seulement... mais ça implique le mouvement aussi en même temps, curieusement. Et cela se ressent d'autant plus que même le texte, même s'il y a 4 chapitres, oui. Le texte lui-même est en mouvement. Oui. L'auteur ne choisit pas de se laisser enfermer par une forme définitive. Il choisit au moment où il le veut, ou au moment où sa pensée épouse la forme d'un poème ou la forme d'une petite réflexion d'un journal, de lui donner cette forme, donc d'être tout à fait libre. C'est toujours cette transgression, ou plutôt cette liberté qu'il laisse advenir. Donc pour moi, ce sont différents versets d'une même chanson. Qu'on parle des méditations elles-mêmes, un jour le Nyodjoro m'a dit, suite ininterrompue, c'est une même chanson, c'est comme une course de fond où l'auteur a pour objectif d'endurer tout ce qui peut advenir, endurer, et le processus importe autant que le résultat. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce qui fait la particularité de l'ouvrage de Felwine, c'est ce qu'on appelle cette modernité de l'ouvrage même. C'est-à-dire que Felwine n'est pas quelqu'un qui est cloisonné. Donc il capte tout, il capte donc tous les mouvements, il capte toutes les spiritualités. Et c'est aussi fascinant, surtout pour un musulman, parce que la plupart du temps, on a tendance à avoir une école, alors que lui, il déconstruit les écoles. Il se situe sur plusieurs lieux. Il essaie véritablement de faire un bricolage, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire de ne pas se situer dans une perspective dite, voilà, je suis là, linéaire. Mais il essaye, bon. Mais tout cela, donc, on se rend compte, effectivement, il y a sa culture, peut-être, comment dirais-je, sa trajectoire migratoire, si je puis dire, influence quelque peu, effectivement, donc, cette œuvre-là. On se rend compte que c'est quelqu'un qui n'est pas resté seulement au Sénégal, mais c'est quelqu'un qui a vécu ailleurs. Et cela transparaît en parlant, par exemple, en essayant de relativiser les commodités technologiques au pays. Mais en même temps, bon, soit il essaye, bon, on peut dire qu'il essaie de trouver une excuse donc, au pays, mais dans l'ouvrage aussi, il essaie de relativiser tout ça. En même temps, il essaie de trouver une explication peut-être moins critique, ce qu'il appelle par exemple aux déficiences de l'organisation sociale. En même temps aussi, quelque part, il critique le comportement plus ou moins donc dispendieux donc qui prévalent donc au pays. En rappelant par exemple qu'au pays, on crie beaucoup dans les mosquées, non, on crie plutôt on prie dans les rues, hein, c'est ça, hein, oui. Je pense, ouais. Dans les mosquées. C'est une façon de dire simplement que voilà, donc il essaie vraiment il navigue sur plusieurs registres et c'est ça qui fait donc la modernité de l'œuvre. Alors il nous reste 2 minutes, plusieurs registres, la spiritualité, on n'en a pas parlé, Dieu, hein, Dieu aussi vous en parlez, mais on n'en a pas assez parlé. Et puis vous nous proposez, est-ce que c'est des paroles de sages africains finalement, qui vous proposez, qui incitent à l'amour, au partage. Et Dieu, vous dites que Dieu est l'unique, je vous cite, l'unique lieu de l'accomplissement de la quête passant par la relation avec lui. Hein? Oui, je dis déjà en filigrane que la spiritualité est plus importante que la religion. Oui. Que les formes, les codes, les rituels sont censés être un moyen que l'histoire nous livre pour atteindre quelque chose. Et que fondamentalement, cette chose à atteindre me semble plus fondamentale que le chemin que l'on emprunte. Et s'il y a multiplicité de voies, c'est que probablement il y a multiplicité d'individualités, de conscience. Et l'important, ce n'est pas de dire que ma voie est la meilleure, l'important c'est de savoir est-ce que j'arrive au bout de la montagne, au bout du sommet. Et certains prennent des raccourcis, d'autres prennent des autoroutes, mais finalement, qu'est-ce qui compte? C'est atteindre cette plénitude, cette lumière que nous cherchons. Donc, effectivement, je pars d'une tradition bien donnée, mais au-delà de cette tradition, je sors de la boîte étroite de ma culture. Et j'arrête de penser que le monde, c'est une langue, un chemin, une voie. Le monde est une multiplicité, même s'il y a un désir d'unité, mais c'est une multiplicité-là. Et cette multiplicité-là, elle sert bien à quelque chose. Donc, je suis entièrement d'accord avec l'idée de décloisonner et de déconstruire. De mon point de vue, la notion de la divinité transcende les formes. Oui. Et il y a peut-être là-bas un discours à mener au-delà de la forme. Oui. Déconstruire pourquoi? Pour qu'un nouvel homme émerge, hein? C'est déconstruire pour effectivement donc dépasser plus ou moins les contingences, donc pour effectivement donc essayer d'aller à l'encontre de certains nombre de clichés donc, qui sont plus ou moins pour une réalité quelconque. Et c'est peut-être là, c'est effectivement donc là vous faites la perspective nouvelle qui s'inscrit plus ou moins dans une perspective qui connaît la post-colonialité, donc qui essaie de dénaturaliser les comment dirais-je, les rapports sociaux, mais à la fois donc les rapports humains. Oui.
voulais juste lire un passage, comme on parlait des voies d'éveil. À la page 58, prendre une voie d'éveil, peu importe, qu'elle soit celle des Africains ou des Grecs anciens, du Bouddha, du Tao, du hadithisme, du Christ, de l'islam, des mains des ancêtres, de la lecture, de l'écriture. Toute voie, pour peu qu'elle s'ouvre au flux ininterrompu de la vie, est une voie d'éveil. Courir à l'aube en direction de Saran, Montjoie, Terre Noire, est un chemin d'éveil. Hymne à la diversité, oui. Je terminerai aussi avec une citation qui est la plus magnifique, je trouve. Il y en a beaucoup. C'est un livre de citations. Hein, j'ai mis un feuillet à chaque endroit où je pensais avoir quelque chose dont je voulais signaler la beauté. Il y en a beaucoup. Et ce vers est le suivant. Le premier homme qui entra au paradis fut un être qui refusa d'y aller seul, que je trouve magnifique. Une question. Il y a le narrateur, je ne sais pas si c'est vous, je crois que c'est vous. Le narrateur, est-ce qu'il travaille dans une usine? Enfin, lui, oui. Est-ce que vous travaillez parfois dans une usine? Quelque chose que vous avez fait? Oui, et puis c'est parier, croire en Dieu, vraiment parier sur l'homme et sur Dieu. Le premier homme qui ira au paradis, ce sera celui qui refusera d'y entrer seul. Cette phrase est elle est symbolique. Oui, Rabia El Adawiya, une soufie du 9e siècle, avait promis de jeter de l'eau, donc d'éteindre l'enfer, et de brûler le paradis pour que les hommes arrêtent d'adorer Dieu par crainte et qu'ils l'adorent par amour et qu'ils soient dans une forme d'amour. Oui, lorsque j'étais étudiant, j'ai travaillé dans des usines. Bien, très bien. Alors, je vous remercie. On est à la fin. En fait, ces discussions sur ces méditations africaines de Felwine Sarr, en fait, ne sont qu'un prélude, qu'un commencement. Hein. On l'a réalisé ici à Genève, au salon du livre africain de la culture et de la presse. Nous la continuerons à Dakar. On va faire une émission, je prends date ici, rendez-vous, une émission entretien d'1 heure. Et on sera seuls, tous les deux. On aura le temps plus largement de parler de ces méditations parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous remercie d'être venu nous donner vos avis sur ce livre de Felwine. Au revoir. Merci.